Chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Merci de suivre Télé Tchad où vous êtes. Vous êtes dans les Belles Lettres, le magazine de Télé Tchad qui vous amène à la découverte des écrivains tchadiens et de leurs œuvres. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Boïdé Clément Degoto. Il est ici pour nous parler de son œuvre intitulée « Anthologie d'une jeunesse pacifique face aux turbulences extrémistes » parue aux éditions universitaires européennes en 2021. C'est un essai de 60 pages où l'auteur aborde l'épineuse question de la radicalisation des jeunes tchadiens dans la cause du terrorisme. Monsieur Degoto Boïdé Clément est né le 28 septembre 1968 à Adré dans la province d'Assonga. Il est le second d'une famille de 7 enfants de pères chrétiens et de mères musulmanes. Après ses études primaires et secondaires, respectivement à Adré, N'Djamena-Sarr et Moundou, il obtient son diplôme de baccalauréat A4 au lycée Adoumdala de Moundou. Il suivra alors sa formation au CEDAV, Centre diocésain audiovisuel éducatif sous les auspices du BELAC, parrainé par le Crédit Lyonnais de 1992 à 1997, d'où il ressort nanti d'un diplôme en réalisation et journalisme d'investigation. 10 ans plus tard, il sera admis en 2005 au CEMECA, Centre des médias communautaires africains du Burkina Faso, et en ressortira en 2008 nanti d'un diplôme en production audiovisuelle et démarche anthropologie des médias. De 2014 à 2016, il est rappelé au CEMECA comme l'un des formateurs africains en production et de 2017 à 2018, il y sera recruté comme le directeur de radio Salaki de Dédougou au Burkina Faso, après avoir travaillé au Tchad, notamment à RTV Présence, Equal Access International, Search for Common Ground, CEFOD. Et actuellement, il est formateur et producteur de programmes radio à Radio Ndarason International de N'Djamena. Sportif, il a évolué dans Ascot de N'Djamena en 1986 et dans Aslat de Moundou en 1988 comme gardien de but et dans le club Presse Football comme entraîneur de 2012 à 2015. Dans le cadre ecclésial, Degoto Boïdé Clément a suivi une formation biblique et théologique qui fait de lui l'un des hommes de Dieu et pour lequel il a effectué un pèlerinage en Israël en 2019. En littérature, l'écrivain professionnel de la communication a publié 2 livres cette année, notamment un essai littéraire et une pièce de théâtre qui sont respectivement Anthologie d'une jeunesse pacifique sous le choc des violences extrémistes et l'espoir déçu. Aussi compte-t-il dans les prochains jours faire publier 2 essais littéraires, un roman et 2 nouvelles. Monsieur Clément, bonjour et surtout bienvenue sur notre plateau. Bonjour Monsieur Josué et je suis ravi d'être sur ce plateau. Voilà. Alors, le terme anthologie est généralement utilisé en littérature pour désigner un recueil de textes choisis, textes littéraires notamment. Et dans quel sens l'utilisez-vous dans votre œuvre ? Tout à fait. Vous savez, la littérature, c'est un cadre, je dirais, une plate tournante où des idées juvéniles y voyagent, se croisent, se rencontrent, s'échangent. Lorsque je dis anthologie ici, je vois une particularité d'une jeunesse bigarrée, d'une jeunesse cosmopolite. Anthologie, on l'utilise dans la plupart des cas pour essayer de saper certains termes, surtout en matière de littérature. Mais cela ne dit pas grand-chose. Quand je dis anthologie, cela me permet d'entrer dans l'intimité des jeunes, des différentes couches, des différentes ethnies et des différentes cultures. Le terme, évoque du moins une mésentente, mais puisque je suis le patron de ma marmite, je l'impose. Voilà pourquoi vous avez lu ce qui a été écrit sur le document Anthologie d'une jeune pacifique, d'une jeunesse pacifique autant pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a donc motivé le choix du présent sujet et la publication de cet essai? Le choix de ce titre, comme vous le demandez, enfin, cela m'a marqué depuis ma jeunesse. J'étais venu à l'époque ici, d'abord c'était Fort-Lamy, j'étais venu d'abord à Fort-Lamy et ensuite
Fort-Lamy est devenu N'Djamena. Donc j'ai vu comment est-ce que l'environnement, le paysage juvénile évoluait. C'est difficile, monsieur Josué, que moi, Clément, je vous demande, vous êtes de quelle ethnie? C'est un peu difficile. Si je prends l'exemple de la ville où je suis né, Adré par exemple, c'est avec le temps, avec l'évolution de la politique que j'ai compris que tel est de telle ethnie, tel est de telle ethnie, telle est de telle autre ethnie. Mais jamais on ne se dit tu es de quelle ethnie. Donc du moment où on commençait déjà à s'interroger, par exemple, on dit celui-là il est du sud, celui-là il est du nord, celui-là il est Boulala, celui-là est Sara, celui-là est Gouran, celle-là est Zakawa, etc. Vous voyez, il y a un genre d'extrémisme qui ne disait pas encore ce nom qui s'est créé. Il y a un écart. Et vous voyez, cet écart a été pris au rebond par l'homme politique. Alors, tout ce que nous avions comme espoir en tant que jeunes, par le passé, était ébranlé. Vous trouvez maintenant, le sudiste qui va manger chez le musulman arrête d'y aller, tout comme le musulman qui va chez son ami sudiste pour partager un repas, il s'abstient. Pourquoi? Il y a eu une division. Il y a eu un instigateur. Mais cet instigateur apparaît comme un être virtuel, mais qui évolue avec des idées révolutionnaires. Alors, subitement, la jeunesse était divisée. Entre-temps, à Fort-Lamy, devenu N'Djamena, vous voyez, vous pouvez librement quitter Farsha, aller à Walia. Les jeunes avaient déjà tendance à se côtoyer et ils se partageaient les idées de part et d'autre. La vie était en tout cas très bonne à vivre jusqu'en 1979, vous voyez. Alors les liens amicaux se sont ébranlés et on n'arrive plus à retrouver ces liens-là. Alors on s'interrogeait même après la guerre de 79, on s'interrogeait, on disait mais qu'est-ce qui est arrivé exactement? Personne ne peut donner la réponse à temps attendu. Bon, peut-être que nous y reviendrons. Ok. Merci, merci. Avant là, puisque votre ouvrage traite de la question du terrorisme, oui. Le terrorisme en réalité c'est une notion, c'est une réalité dont on entendait parler que par les médias étrangers et autres. Mais comment ce truc brusquement se retrouver en Afrique? On ne parle pas de terrorisme sans avoir parlé, en tout cas, des violences. Vous voyez, les violences sont là, elles évoluent en violence extrémiste, et du violence extrémiste, maintenant, on voit le terrorisme. Pourquoi ce processus? C'est parce que on n'a pas eu à maîtriser dès le départ, c'est-à-dire ce qui amène une frustration dans une société qui rend quelqu'un mécontent, qui rend une communauté mécontente. Parler de violence extrémiste, vous voyez, ce sont des faits qui existent vraiment dans les sociétés, mais créés par des gouvernements, créés par les communautés, créés même par des parents, sans vous le dire. Aujourd'hui, si on parle, on voit des jeunes oisifs. Si nous voyons, par exemple, des chômeurs, si nous voyons, en tout cas, des gens qui n'ont pas une place dans la société, vous voyez, c'est là les révoltes. Mais pour arriver à survivre, il faudrait que la nuit, il se jette dans la rue. Il accède déjà le couloir des violences extrémistes. Bon, au-delà maintenant, vous voyez, ces gens se sont récupérables plus facilement par ceux qu'on appelle des terroristes. Le terrorisme n'évolue pas de lui, mais maintenant, c'est comme s'il y a une main d'œuvre. Il y a une main d'œuvre quelque part qu'il faut facilement récupérer. On leur propose, puisque l'État ne vous paye pas. Non, on vous propose 150 000, voilà, on vous donne de l'argent, on vous donne 150 000, et voilà ce que vous allez faire. Lorsque j'ai ébauché la documentation, j'ai pensé déjà comment est-ce que la violence a commencé au Tchad pour arriver ici. Donc c'est au vu de ces expériences que j'ai été en tout cas enrôlé pour décrire d'abord l'histoire. Comment est-ce que le Tchadien vivait une vie pacifique par le passé et quelles sont les étapes jusqu'à ce qu'on arrive maintenant au terrorisme. Voilà d'une façon ramassée. Bien. Ce que je peux Alors, dire. Venons-en maintenant au fait. Le terrorisme étant déjà là. Et des groupes, je ne sais pas, des États se sont levés pour le combattre. Nous avons entendu, enfin nous continuons par entendre parler de MINUSMA, de Barkhane, de Takuba, je ne sais pas moi, de forces multinationales mixtes, de G5 Sahel, etc., etc. Voilà des efforts conjugués donc pour essayer de faire face à ce fléau.
Mais on a comme l'impression que tous ces efforts sont comme un coup d'épée dans l'eau. Mais car le terrorisme continue de gagner du terrain de plus en plus. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Le débat, nous l'avons eu avec quelques experts burkinabés. Lorsque la question a été posée, il était difficile parce que quand on dit terrorisme, c'est vrai, le mot est là, les faits sont là aussi. Ce qui ne marche pas, en tout cas, si nous voyons par exemple les terroristes sillonnés en brousse, à moto, etc., on fait des photographies qu'on dispatche ça et là. Mais pourquoi ne pas les anéantir que de les laisser faire? La question est à ce niveau. Le problème de l'Afrique est là. Ils sont nombreux. De la colonisation jusqu'au terrorisme, essayez de voir qu'est-ce que l'Occident n'a pas fait. Mais en ce moment, c'est un peu triste quand nous parlons vraiment du cas de l'Afrique parce qu'il suffit de faire un tour et vous voyez les maisons, les cases de fortune, etc. que les gens habitent. C'est pas ça la vie. On vient, on nourrit d'espoir par des paroles consolantes, etc. Et malheureusement, les choses vont s'empirer et nous, on ne pourra que ramasser le coup. Venons-en maintenant aux causes des mésententes tchadiennes que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure, qui remontent en 1979, d'après votre rétrospective. Mais qu'est-ce qui permettait aux Tchadiens, avant cela, donc, d'être en paix? Et maintenant que ce climat est devenu, je ne sais pas... Bon, elle est empoisonnée, tout à fait. Bien, les Tchadiens, tout à l'heure j'évoquais la question de paix, etc. Une cohésion entre les jeunes Tchadiens. Mais les Tchadiens n'ont jamais vu venir le danger d'ailleurs. Jusqu'en 1960, je me rappelle, en 75-76, j'étais encore à l'école primaire au CM1, nous entendons parler de Hissène Habré. Hissène Habré qui était au Maquis, Hissène Habré qui était ensemble avec Goukoune Wedei, et ensuite il y a eu une division. C'est question de leadership. Mais du moment où Hissène Habré s'est retrouvé avec le FAN, en tout cas le CC-FAN, il s'est retrouvé au Soudan. Et du Soudan, il va signer un accord avec le gouvernement du Conseil supérieur militaire. Mais tout le monde était très content, surtout les jeunes. La jeunesse était très très contente. Hissène Habré devient Premier ministre. Je me rappelle en 78, j'étais au village, mais j'avais applaudi. J'avais applaudi, j'ai dit, voilà quelqu'un qui enfin a compris la réalité. J'étais au CM2, mais je tenais déjà. Hein. Je commentais, je haranguais les villageois qui ne comprenaient pas bien français. Je commentais, hein, je les bourrais, comme on le dit dans notre expression. Hissène Habré est monté bien, mais ça c'est une bonne chose. Hissène Habré est monté, mais c'était avec une idéologie. Une idéologie de conquérir le pouvoir. Pour quelle cause? Seul Dieu le sait. Alors, lorsque, en 79, nous avons vu les mêmes jeunes qui étaient, en tout cas des amis, qui sont devenus des ennemis, on a compris qu'il y en a qui ont allié l'idée de Hissène Habré et d'autres sont restés dans la légalité. Malheureusement, vous voyez, le pouvoir est ce qu'il est, l'opium est ce qu'il est. Lorsque le coup est éclaté, subitement, après ces moments de combat où les Tchadiens sont divisés en 11, je pense, je me rappelle bien, 11 tendances politico-militaires. C'est-à-dire que le Tchad n'était plus déjà un État. Alors, les jeunes qui se sont laissés rouler dans la farine par les idéologies ont compris que ce n'est pas ce qui leur a été dit. Alors, il faut revenir au premier amour. C'est-à-dire reconstruire l'unité entre jeunes, comment? Des mêmes footballeurs qui deviennent ennemis, les mêmes basketteurs qui deviennent ennemis, les voisins qui deviennent ennemis. On ne comprend plus rien. Non, il faudrait rester avec cette histoire-là. Et malheureusement, au niveau intrant, il y a eu des règlements de compte. Moi, je me rappelle quand j'étais en 5e à SAR, j'ai rencontré subitement un ami de classe, il est du BET, on se retrouvait, j'ai dit, mais Baba Idriss, toi tu es là, on se retrouve encore dans la même classe, on a ri. On est devenus de très bons amis, après on essaie d'expliquer en tout cas la cause de cette guerre, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Et la question est posée jusqu'actuellement, mais pas de réponse. Tout cela fait donc que les Tchadiens sont devenus méfiants les uns des autres. Vous rapportez même dans votre ouvrage que
À l'étranger, les Tchadiens s'aiment et se soutiennent. Tout à fait, tout à fait. Mais dès qu'ils rentrent au Tchad, le démon de la division les possède automatiquement. Oui. Donc, que signifie donc cette espèce de métaphore que vous utilisez pour démon? Bien, en partie, je l'ai déjà dit. Parce que, bon, le démon, c'est d'abord l'extrémisme religieux. Il faut le nommer. Le démon, c'est l'extrémisme religieux qui a hérité la violence à partir de la guerre de 79. Bien, en ce moment, quand vous arrivez en Algérie, vous arrivez en tout cas dans n'importe quel pays où les Tchadiens y sont, c'est-à-dire que notre solidarité nous unit à l'instant T. J'étais au Burkina Faso, je me rappelle en quelle année. J'arrive à l'ambassade, on m'a reçu, monsieur l'ambassadeur qui était... Il était du BET, ça je le sais très bien. Mais on a causé avec lui comme si on se connaissait depuis de longues dates. Et il appelle après, quelques minutes plus tard, il appelle un de ses collaborateurs. Il dit, bon, mais écoute, tu as un ami qui est là. Nous avons bavardé comme on bavarde ici chez nous, hein, voilà. Parce que ça, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Et on est obligé, en tout cas, d'en faire usage. Et en 2012, j'ai fait le Soudan. En rentrant, j'étais avec des amis qui étaient là. Pour moi, c'était des Soudanais qui voyageaient. Et ma cousine à côté, elle me dit, mais écoute, ce sont tes parents qui sont là. Elle m'a dit ça. Je leur ai parlé en arabe. Bon, on a causé, hein. Depuis la dernière vie, depuis El Djenena jusqu'à Adré, on a causé comme si vraiment on se connaît. Et c'est de là que cette parole est ressortie de la bouche d'un des claviers. Il dit, mais à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on rentre, on a l'impression qu'il y a un genre de démon qui nous démage et qu'il faut se séparer. Hein? Bon, l'extrémiste religieux, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut la division. Sans division, il ne pourra pas bien vivre. Vous voyez à peu près. Il faudrait qu'il vive quand il y a division. Mais la paix n'arrange pas. Un extrémiste, il ne cherche qu'à vivre dans la division. Et ça, je le réitère. Donc, voilà les images métaphoriques que j'utilise. Allez-y, ailleurs, vous allez voir. Les Tchadiens, que ce soit chrétiens, musulmans, ils sont tous dans la même chambre. Ils partagent. Et je peux vous dire que j'ai subi, j'ai vu, je suis l'exemple en question. On se partage ça et là, des verres, etc. Bon, je n'entre pas dans tous les détails pour choquer l'opinion des jeunes, mais en tout cas, la vie à l'extérieur, nous le voyons, en tout cas, de l'extérieur, nous voyons le Tchad d'un autre regard, et surtout en positif. Mais quand on arrive, vous voyez, le mal est là, et il faut qu'on arrive à arranger ce mal en tant que jeune. Ok. Alors, vous dites qu'il y a un certain nombre de facteurs qui influencent les jeunes et à adopter donc une attitude d'extrémisme ou de violence. Quels sont-ils? Bon, il y a, par exemple, des petits groupes entretenus, par exemple par des gens qui n'aiment que le désordre, je viens de le dire. J'ai souligné, entre autres, le cas de Mundou. Je sais qu'il y a des petits-enfants, ils sont entretenus par un monsieur. C'est comme si, chaque jour, il doit présenter un spectacle dans la rue. Mais c'est pour provoquer les femmes, les vieilles femmes, que tu sois en voile, que tu sois en pantalon, etc. Et ils sont là juste pour provoquer. Mais une fois que vous réagissez, ce sont leurs parents qui arrivent. Et ça crée un genre de bagarre rangée. À Sarre aussi, c'était presque la même chose que j'ai vécu. Dans un endroit, on positionne les jeunes, ils sont embusqués quelque part, surtout quand c'est le soir. Malheur à cette femme qui passe habillée d'un pantalon. Alors là, on te fouette. On te fouette. Et quelque part, si ces enfants sont appréhendés et qu'on essaie d'interpeller les parents, ça devient encore un autre problème. Vous voyez, ce sont des détails qu'il faut régler. Imaginez une grande bagarre. Je parlais tout à l'heure de la... je ne sais si j'ai déjà parlé du déclic de la guerre en 79. Ça a commencé au lycée Félix Éboué. C'était entre les élèves du lycée Félix Éboué. Moi, j'étais en 6e à l'époque. Et par rapport à un problème qui n'intéresse pas les élèves, on soulève ce problème et maintenant on dit non, 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 on fait comme ça. Entre élèves, ça ne marchait pas. Il y a eu grève ce jour. Et quand la tension montait, la police intervient. Après la police, c'était les forces armées, la protection de Hissène Habré qui tire sur la police et c'était le déclic.
On ne cherchait seulement que juste des astuces comme ça pour déclencher la guerre. Un problème d'élèves. Un problème d'élèves qui a déclenché... La guerre 79 a commencé au lycée Félix Eboye N'Djamena. C'est pas qu'on a rangé les troupes, on dit vous mettez de tel côté, vous autres vous mettez du côté est, et puis autant indiqué on va déclencher. Non, c'était pas ça. À partir d'un problème assez banal. Et vous voyez, la banalité est là. Mais il faudrait que nous arrivions à contenir. Les parents doivent contenir ces problèmes. Mais comment les contenir? Il faut d'abord un changement d'attitude et un changement de comportement en positif. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut s'unir. Pourquoi certains sont partis? Le Nigeria qui a connu une guerre, le Cameroun, etc., etc. Ils ont connu des guerres, ils sont remis ensemble. Mais pourquoi nous, Tchadiens? C'est parce que notre sol est riche, très riche, et qu'il faut les désaxer? Alors, en termes de propositions, qu'est-ce que vous nous direz? En termes de propositions, dans le présent ouvrage, j'ai fait un listing, j'ai dit il faudrait franchement que les artistes et les hommes, les professionnels de la communication s'engagent. Parce qu'ils sont mieux entendus, ils sont mieux compris par la population. Il faudrait aussi que l'État s'engage à résoudre cette question en essayant de bannir l'injustice sociale. Par exemple, combien de temps, depuis combien d'années El Hadji, Ahmed Pekos et Talino sont en train de chanter sur la paix, la paix, la paix, la paix. Le Tchadien, il chante la paix. Mais une fois que la musique est finie, il se retourne, il fait la guerre. Pourquoi cela? Il doit avoir au moins un canevas d'éducation des Tchadiens. Il faudrait que l'État s'investisse. L'État doit penser au moins à faire enseigner un programme même sur la paix au Tchad, sur la paix, sur le bon comportement à tenir dans les écoles. À partir du CM2 ou bien de l'école primaire jusqu'à l'université. La partie sera gagnée. Jusqu'à preuve de contraire, il faudrait que les médias s'investissent à 100% pour qu'il y ait en tout cas la résolution par rapport au conflit, par rapport à l'union entre jeunes et par rapport à la paix définitive au Tchad. Voilà les quelques pistes de solutions que j'ai essayé en tout cas de débaucher juste au dénouement de ce document. C'est la page 12, la rétrospective. Les Tchadiens se connaissent dans leurs particularités culturelles. Ils s'acceptent dans leurs différences, s'estiment dans l'amour patriotique. À ce titre, il est fort remarquable que le trait identitaire du Tchadien est son sens de l'hospitalité, une attitude légendaire chez le Tchadien qui est d'autant plus appréciée qu'une valeur morale et culturelle. Elle est simplement une prédisposition philanthropique particulière au Tchad. Elle est sensible, même visible sur toute l'étendue du territoire. C'est un facteur exponentiel qui se mesure au-delà du patriotisme. Elle est une valeur africaine, très prisée par les Africains en général et les Tchadiens en particulier. Ce qui frappe les ressortissants des autres communautés africaines qui arrivent nouvellement au Tchad est bien cette marque de sympathie et de l'accueil dans les familles chrétiennes et musulmanes qui les surprend. En effet, ces deux communautés religieuses, a-t-on extrapolé sous d'autres cieux, ne font pas bon ménage. Mais à en croire plusieurs des Africains venus au Tchad, il n'en est pas rare de les entendre témoigner qu'au Tchad, c'est plutôt la coexistence pacifique qui prime. Un interlocuteur ouest-africain, surpris de la solidarité remarquable qui s'observe autour d'un repas, s'interroge sur le pourquoi de ce que tant de personnes viennent chaque jour partager le repas de cette famille. J'ai alors compris qu'ailleurs, et surtout dans le pays de cet homme, c'est l'individualisme qui prévaut. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Et mon interlocuteur de me faire signifier que chez lui, si l'on doit s'entraider, c'est autour d'un intérêt économique ou culturel, mais surtout pas autour des repas, comme cela se fait dans la société tchadienne, a-t-il conclu. Donc voilà ce qui résume, en tout cas, de façon succincte, oui, mon opinion par rapport à ce livre. Nous voici donc arrivés au bout de ce numéro d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions reçu comme invité M. Boïdé Clément de Goto. Avec lui, nous avons parlé donc de son essai intitulé
anthologie d'une jeunesse pacifique face aux turbulences extrémistes. Dans cet ouvrage, donc, l'auteur essaie de nous brosser le tableau d'une naissance des violences dues aux idéologies et violences extrémistes qui aboutissent au choc du terrorisme. Merci, téléspectateurs, de nous avoir donc suivis. Continuez à regarder les programmes de Télé Tchad. Au revoir.